Bien, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. J'ai le plaisir d'ouvrir cette deuxième saison de la Bibliothèque des Lumières et le plaisir de l'ouvrir avec Vincent Fontana, qui est le directeur du musée d'Yverdon et Région. Ce programme de printemps va se structurer autour de trois conférences-discussions. La première de ce soir, puis le 5 mai, nous aurons une présentation du livre sur Benjamin Constant par Léonard Burnand. Et puis le jeudi 2 juin, une discussion avec Sylvie Moret-Petrini pour son livre sur la diffusion de l'écriture éducative en Suisse romande 1750-1820. C'est un plaisir, mais aussi un honneur d'avoir la possibilité de discuter aujourd'hui avec le directeur du musée d'Yverdon. Tout le monde le connaît. Est-ce qu'il faut le présenter par justice par rapport aux autres conférenciers de ce cycle de conférences? On va quand même dire quelques mots de Vincent. Vincent Fontana, qui a été formé d'abord à l'Université de Genève en lettres, et également à l'Université de Neuchâtel en ethnologie, et qui a complété ses études par un doctorat en histoire moderne qu'il a achevé en 2016 et également par un Master of Advanced Studies en muséologie et études et conservation patrimoniale qu'il a achevé en 2018. Vincent Fontana a été tour à tour assistant à l'Université de Genève, chargé d'enseignement. Il a été aussi collaborateur scientifique au musée d'ethnographie à Genève. Et puis, il a eu également divers mandats en tant qu'expert en histoire, en tant que consultant scientifique pour divers projets. Et puis, depuis 2020, septembre 2020, si je me trompe, le voici donc directeur du musée d'Yverdon et Région. Avant de lui donner la parole, je voudrais dire deux ou trois mots sur ce très beau livre, Éclairer le crime, dont il va abondamment nous parler dans quelques instants. C'est un livre important, pas seulement par son poids et sa taille, c'est quand même plus de 600 pages de texte, mais qui sont précieuses, importantes, comme je le disais, par son propos, par son contenu. C'est une étude rigoureuse, très claire, sur un sujet très difficile et très compliqué. Et ne serait-ce que pour ça, je pense que les historiens te seront éternellement grés de ton travail vraiment rigoureux sur cette période compliquée entre 1790 et 1814, puisque le livre s'intéresse à l'histoire de l'enquête pénale sous la Révolution et l'Empire à Genève, durant cette période mouvementée de la Révolution et de l'Empire. Je crois que tu as comptabilisé 6 constitutions entre les années 1790 et 1814. Donc, ça, en l'espace de deux décennies et demie, ça dresse un peu, une et demie, 2 et demi, ça dresse quand même le panorama d'une situation très compliquée, très complexe. Et en fait, tu la rends extrêmement claire. Je voudrais souligner peut-être 3 apports majeurs de ton livre, parce que c'est une monographie en fait qui se déploie sur 3 niveaux d'analyse, 3 échelles du récit historique. Le premier niveau, c'est peut-être le plus évident, c'est celui de l'histoire de l'enquête pénale, que tu situes et que tu restitues dans un moment tout à fait particulier. C'est pas le moment original, c'est pas le début de l'enquête pénale, bien au contraire, tu montres très très bien que c'est une longue histoire. Mais dans cette longue séquence historique, tu t'arrêtes sur ces 2 décennies et demie, pour montrer à quel point le moment de la Révolution et de l'Empire est un moment déterminant pour tout un tas de raisons sur lesquelles évidemment tu vas revenir, tu vas nous dire quelle est la spécificité de ce moment révolutionnaire et impérial. Pour le dire vite, je dirais que c'est un moment important parce que les transformations législatives et institutionnelles modifient en profondeur à la fois les pratiques, les acteurs et les instruments de l'enquête, et ces transformations seront durables. Et nous sommes aujourd'hui les héritiers de ces transformations. Le deuxième niveau d'analyse, deuxième échelle du récit historique, c'est finalement l'histoire de la Révolution et de l'Empire
historiographie auquel tu contribues avec ce beau livre, puisque certes, l'histoire de l'Empire français, c'est un chantier énorme de l'historiographie. Il y a pléthore d'ouvrages sur ce moment, de même pour la Révolution française. Mais curieusement, pour ce qui est de l'histoire de Genève, c'est une période qui est peu étudiée, qui a longtemps été même ignorée de l'historiographie. C'était une période sombre sur laquelle les historiens ne se penchaient pas beaucoup. Depuis quelques décennies, les choses ont un peu changé, mais ça reste le parent pauvre finalement de l'historiographie locale. Et ton livre s'inscrit parfaitement bien en fait dans un renouveau des études sur la Révolution et l'Empire, avec une approche qui est importante sur un territoire qui est important. Tu le dis dans ton livre, tu étudies finalement l'importation d'un modèle juridique dans un territoire charnière sur l'échiquier politique, géopolitique. Ce territoire charnière, c'est bien évidemment Genève et le département du Léman qui entoure cette ville-préfecture. Le troisième niveau d'analyse, troisième échelle du récit, c'est celle de la micro-histoire que tu déploies avec beaucoup de réussite, je trouve. Vous savez que la micro-histoire, c'est cette approche historiographique qui étudie des cas emblématiques pour illustrer des paradigmes, des problématiques beaucoup plus générales. Et en fait, cette micro-histoire, tu la déploies autour de quelques figures sociales, quelques affaires criminelles qui jalonnent le livre, non pas de manière circonscrite, mais tout au long en fait, de ton enquête historienne, eh bien, tu déploies le fil de l'enquête policière qui amène à la résolution de différentes affaires criminelles. Je pense ici notamment à l'assassinat d'un certain Joseph Ducret en 1812, au viol d'une jeune enfant, Charlotte Bonnet, et puis aussi à la traque d'un voleur nommé Henri Valgis, si je ne me trompe, autour de 1812 également. Et donc ces affaires, quelques-unes, il y en a d'autres encore, sont déployées tout au long du livre. Et là, on est dans cette micro-analyse qui éclaire en fait le panorama général. Et puis il y a aussi cette figure sociale, cette figure du commissaire de police, j'imagine qu'on va y revenir, Jean-François Noblet, un ancien horloger qui devient commissaire de police durant plus de 2 décennies. Et là aussi, une approche micro-historique qui éclaire en fait cette histoire, encore une fois, à la fois très compliquée, très complexe, mais que tu restitues de manière tout à fait limpide par tes analyses. Alors, je vais te passer la parole pour que tu nous présentes ton livre, ton projet, et peut-être que, pour commencer, on voudrait savoir, en tout cas moi c'est une question que j'ai envie de te poser, c'est finalement, est-ce que cet intérêt pour l'enquête pénale ne dérive pas, ne découle pas de ta consommation immodérée de polars, de romans policiers, et que c'est par ce goût finalement pour ce type de récit littéraire, pour la fiction policière, qui t'a conduit tout droit dans le chemin historique de l'étude de l'enquête pénale. Merci Marco, merci beaucoup pour cette belle introduction. Alors pour te répondre tout de suite, je dirais oui, évidemment, je suis un grand lecteur de romans policiers, et quand je commence mon doctorat en 2010, disons pour le dire vite, qui est à l'origine du livre, le livre est en fait une édition d'une thèse de doctorat, eh bien, je suis complètement pétri par cette culture du roman policier. Et une des questions que je me pose au départ, vous savez ce que c'est que l'enquête, donc j'ai peut-être pas besoin d'en faire une vraie définition, mais aujourd'hui on est complètement envahi par ce procédé, disons, intellectuel, qui est celui de reconstituer un crime a posteriori à partir de fragments, aujourd'hui essentiellement des fragments matériels, c'est des constatations matérielles, et puis autrefois, c'est peut-être d'autres types de preuves qui sont mobilisées, puisque la preuve matérielle, c'est quand même, disons, une utilisation plutôt récente à la fin du 19e siècle. Et au fond, quand je commence mon doctorat, donc je suis évidemment un lecteur de romans, je travaille en anthropologie sur la police de Neuchâtel, un policier de proximité, c'est pas un officier de police judiciaire. Et puis Michel Porret me propose un fonds d'archives qui n'a pas été documenté, qui n'a pas été travaillé, qui est au fond les archives du commissariat de police de Genève pendant la période française, c'est-à-dire le moment où Napoléon, pour le dire très rapidement, en tout cas les troupes françaises envahissent Genève. Et voilà, ces Français laissent des archives qui sont très peu documentées.
Donc je travaille sur ces archives pour mon mémoire de master, et à la fin du mémoire de master, eh bien, un des pans du mémoire de master que je n'ai pas réussi à bien maîtriser, par rapport à ce travail des commissaires qui est très polyvalent, ils font vraiment à peu près tout dans la ville, c'est la police judiciaire. C'est le travail de l'enquête pénale, le travail de l'enquête criminelle, qui est en fait hyper compliqué, dont on ne comprend pas très bien en fait, quels sont les tenants, les aboutissants des enjeux hiérarchiques. Et puis ce que je constate dans mon mémoire, c'est que les commissaires de police de Genève font beaucoup plus que ce qu'ils sont censés faire dans le code de procédure. Donc voilà, je commence à travailler là-dessus, je me dis, pour une thèse, c'est génial, il n'y a absolument aucun travail. Du point de vue de ce qu'on appelle historiographique, c'est-à-dire du point de vue de la masse des travaux historiques, en 2010, il y a très peu de travaux sur l'enquête pénale. Aujourd'hui, il y en a un peu plus, faut le dire, il y a quand même un vrai renouveau, mais à l'époque, il y en avait très très peu. Et au fond, ce qui m'intéresse, c'est de me dire, grosso modo, est-ce que pendant la Révolution et l'Empire, est-ce qu'il se passe quelque chose, de manière très large, est-ce qu'il y a une amélioration de l'enquête criminelle à ce moment, qui est vraiment un moment très important pour la fabrication de l'État moderne. Sans rentrer vraiment dans le détail, la Révolution française et la Révolution française en Europe, puisque c'est un peu l'objet de mon livre, eh bien, c'est vraiment le moment de la construction de l'État bureaucratique, la construction de l'État juridique moderne, avec ce qu'on appelle l'État de droit, qui est un concept un peu plus tardif, mais c'est vraiment l'idée que les individus et la citoyenneté sont protégés par un corpus de lois qui protègent leur liberté individuelle, et notamment au niveau des procédures de police politique, en tout cas pour l'histoire de la police, ce qui était très établi bien avant 2010, pour le coup bien avant mon livre, c'est que eh bien, la Révolution française et l'Empire sont des moments très importants pour le renforcement des institutions policières. Ici, on voit au PowerPoint, alors je m'excuse de la qualité des couleurs, mais en tout cas, on voit dans le PowerPoint un des comités de surveillance, je crois que c'est le comité de sûreté de la Convention française, qui est, disons, une espèce de prolongation des instruments de la Convention, qui est vraiment l'instrument de la terreur jacobine, pour le dire un peu rapidement. Eh bien, ces comités vont mettre en place une police politique très puissante, qui vont être à l'origine du ministère de la Police générale, qui va être dirigé par le grand Fouché, qui est le grand ministre de Napoléon avec Talleyrand, qui fait l'objet d'une très grande bibliographie, historiographie. Et au fond, ce personnage-là est maintenant très connu. Il va rénover un ensemble, ou en tout cas mettre en œuvre un ensemble de dispositifs au niveau ministériel, donc au niveau vraiment de l'État, qui sont des dispositifs relativement nouveaux. En tout cas, il va systématiser un certain nombre de choses. Et ça, c'est très très connu par l'historiographie. Par contre, ce qui est très peu connu, c'est comment les petits policiers... Alors là, parce qu'on voit là, on voit Fouché dans son bureau. Alors c'est une bande dessinée de 2017 qui est pas mal. Mais Fouché, c'est un homme de cabinet, c'est un homme de ministère. C'est le ministre de Napoléon. Il sort pratiquement jamais de son bureau. Il a des petites oreilles partout. Il a un ensemble de réseaux d'agents absolument considérable. Mais c'est pas un homme de terrain. Ce qui est très peu connu, c'est comment les gens, à l'époque, font des enquêtes criminelles. Alors l'historiographie, autour justement en tout cas en 2010, connaît certaines enquêtes très célèbres. On pense notamment à l'enquête, ce qu'on a appelé la machine infernale. En fait, c'est l'attentat de la rue Saint-Nicaise en 1800, un des premiers attentats à la bombe connus, en tout cas documentés pour l'histoire occidentale récente, qui est un attentat, en fait, disons, contre-révolutionnaire de Chouan, qui est attribué à Cadoudal. Je ne rentre pas dans le détail, mais en tout cas, le dispositif, le ministère de Fouché va être très performant pour ce type d'enquête-là, des enquêtes essentiellement politiques, et c'est des affaires qui sont très connues, mais qui sont anecdotiques. On connaît la résolution de l'affaire, on sait qui a fait quoi et comment il le fait, mais au fond, l'historiographie à l'époque ne sait pas très bien comment tout le réseau fonctionne, à part quelques affaires célèbres, quelques éléments qui sont relativement, anecdotiques. Et puis, il y a un grand personnage qui a occupé les historiens et qui occupe encore, en tout cas, les médias, qui est le personnage de Vidocq, qui est un vrai personnage, qui est en fait un ancien bagnard, qui a arrêté pour faux papiers autour de 1799, je crois, et puis qui va devenir, en fait, un agent infiltré pour la police de sûreté parisienne. En gros, le bureau de sûreté, en gros, c'est la police des voleurs, pour le dire un peu vite, à partir de 1811. Et donc ce personnage, qui est donc un personnage réel, va devenir un homme très important à la police de sûreté parisienne et va, au fond, devenir une figure incontournable au XIXe siècle
de la police moderne. Il va rénover un certain nombre de dispositifs, notamment c'est lui qui va créer un premier argot des voleurs. Donc il va partir du principe que pour bien connaître le monde criminel, pour bien lutter contre le monde criminel, on doit bien le connaître. Donc il va par exemple faire un dictionnaire de l'argot. Eh bien, ce personnage-là est très connu aussi, mais il occulte un petit peu tous les autres qui travaillent comme lui ou avec lui, c'est-à-dire en gros le gros bataillon des enquêteurs pour les crimes, pour les vols, pour les infractions. Il a complètement, monopolisé l'attention des historiens pendant très longtemps. Moi, ce qui m'intéressait au départ de cette thèse, c'était au fond de savoir si ce moment, on le voit, je le dis très vite, mais de manière flagrante, il change quelque chose dans l'État, eh bien, est-ce qu'il a une implication réelle dans les pratiques de l'enquête criminelle au plus bas niveau qu'existe, c'est-à-dire au niveau de l'enquêteur routinier dans une ville de province qui n'est pas le ville de la capitale. C'est peut-être important cette distinction, puisque les historiens se sont longtemps focalisés sur Paris, qui est évidemment l'endroit où les innovations se précipitent, mais peu sur les autres endroits. Et en tout cas, les juristes de l'époque, les juristes napoléoniens, font état d'une modification. Et je cite ici un des textes que j'ai utilisé pour le livre. C'est un texte d'un juriste donc, qui publie son texte en 1808 et qui dit, qui fait état vraiment il y a une nouveauté sous l'Empire. Et cette nouveauté, c'est d'abord une nouveauté juridique, puisqu'il y a des nouveaux outils, mais qui changent tout. Je cite, « Les temps sont arrivés, les événements qui ont précédé et accompagné la Révolution ont rendu les vices des anciennes lois beaucoup plus sensibles. Il n'y a pas 30 ans, en effet, que les formes criminelles différaient peu de celles de l'Inquisition. Une procédure secrète et mystérieuse couvrait d'un voile funeste les charges qui s'élevaient contre l'accusé. Le juge associait, si l'on peut dire, les bourreaux à ses fonctions augustes pour arracher par des tortures et tourments affreux des révélations qui étaient mises au rang des moyens légitimes de conviction. Rien, enfin, n'égalait la barbarie des formes de la procédure, si ce n'est l'arbitraire et l'atrocité des peines. Celles qui furent appliquées dans certaines circonstances auraient fait honneur aux cannibales. » Alors évidemment, il y a un discours d'autolégitimation, on est à la fin de l'Empire, c'est un personnage qui légitime les réformes napoléoniennes qui sont quand même plutôt dures. Napoléon, c'est pas un gars franchement libéral, c'est un régime d'ordre. Donc il dit, voyez, c'est quand même superbe ce qu'on a fait, c'est du progrès, et avant, c'était pire. Mais il y a quand même une vraie part de réalité dans son propos. L'enquête sous l'Ancien Régime, c'est ce qu'on appelle, c'est une période qu'on peut définir entre la réforme, disons, protestante autour de 1536, ou la fin de Byzance, bref, le XVIe siècle, et puis la Révolution française. Donc c'est une large période, et sous l'Ancien Régime, l'enquête existe, le procédé de l'enquête criminelle existe, c'est une procédure médiévale, je ne rentre pas dans le détail, mais les techniques de l'enquête et surtout l'encadrement juridique de l'enquête, la façon dont les juges sont encadrés pour la faire, est quand même relativement, épars, sommaire, ou en tout cas très peu systématisé, et puis surtout, le justiciable, le prévenu, l'accusé, bref, celui qui est souvent victime de la répression de l'enquêteur, est très très peu protégé par les dispositifs juridiques. Ici, on voit une image donc, de 1601 qui montre un premier constat matériel de crime, pour vous montrer qu'au moment où la Révolution éclate en 1789, l'enquête, ça existe déjà depuis très longtemps. Ce qui est très clair par contre, c'est qu'elle est déterminée essentiellement par ce qu'on appelle de l'empirisme, c'est-à-dire qu'on va récolter les traces sur les lieux, et puis aussi au niveau juridique, c'est un écheveau pas possible, pour le dire rapidement, de normes et de règles. Et puis au niveau institutionnel aussi, je ne rentre pas dans le détail, mais cette enquête d'Ancien Régime est dominée par une personne qui est le juge instructeur, qui est un peu un héritier de l'inquisiteur, on va dire, et puis qui a une main absolument presque omnipotente sur l'enquête. Il décide de tout de manière secrète, le magistrat instructeur, il n'y a pas de contre-pouvoir, et au fond, c'est lui qui va dire de manière assez claire au juge d'instance, donc à la fin, s'il estime qu'il y a, les preuves sont réunies. C'est un système de preuves que je ne rentre pas dans le détail, qui est très compliqué, mais qui n'est pas du tout une preuve, disons, morale, une preuve libre. Donc c'est un système qui est un peu mathématique. Et surtout, ce que dit le juriste dont j'ai parlé tout à l'heure, le juriste napoléonien, c'est qu'au fond, une des plus grandes techniques d'enquête de l'Ancien Régime, c'est la torture, qui est vraiment un dispositif légal sous l'Ancien Régime, et qui biaise, on s'en doute, la question de l'impartialité et de la vérité judiciaire, puisque la douleur physique va évidemment pousser le prévenu, l'accusé, le suspect, à dénoncer des crimes dont il n'est pas forcément, en tout cas selon notre point de vue, qui est le point de vue des législateurs modernes, révolutionnaires et napoléoniens, à dénoncer des crimes qu'il n'a pas forcément connus.
C'est une technique d'enquête. Hein, j'insiste, ce n'est pas une technique répressive, ce n'est pas une peine. La torture, c'est une technique d'enquête. Alors évidemment, la torture disparaît bien avant la Révolution, autour de 1750 dans la plupart des États, 1780, mais 1750 ça disparaît. Toujours est-il que moi, ce qui m'intéressait, c'était de savoir si la Révolution amène des nouvelles techniques d'investigation, et puis si on ne voit pas encore des permanences d'anciennes traditions, par exemple la torture, hein, est-ce qu'on continue à pratiquer ou pas? Une question qui peut paraître un peu absurde, mais c'est vrai que c'est une question qui m'interpellait aussi. Alors évidemment, le cadre que j'ai choisi est un cadre très spécifique, Marco l'a rappelé. Moi j'avais envie de travailler sur une échelle où on pouvait vraiment analyser en profondeur les pratiques des individus, rentrer dans les dossiers d'archives judiciaires et pouvoir au fond faire un peu une anthropologie historique de ce que c'est que l'enquête sur une période, tu l'as dit Marco, qui est très complexe dans la mesure où il y a un changement de régime presque incessant. Sur 20 ans, il y a 6 ou 7 constitutions. Donc l'échelle qui m'intéressait, c'était une échelle relativement petite, mais une échelle d'État, puisque la procédure criminelle est un droit souverain, un droit régalien, et donc il faut que ce soit un État qui soit analysé, puisque changer l'enquête, c'est changer la Constitution, littéralement. Donc j'ai décidé, alors c'est aussi parce que j'étais genevois, disons-le franchement, et que les archives sont très bien conservées, mais j'ai décidé d'étudier le cas de la République de Genève, donc il y a une cité-État, c'est une république souveraine, hein, c'est pas du tout un canton suisse à l'époque. Donc il produit son propre appareil législatif. Vous le voyez ici, hein, c'est une république, disons, pour le dire vite, ça ressemble un peu à une république italienne, d'ancien régime, Venise ou Gênes. Alors il n'y a pas d'aristocratie, mais il y a une oligarchie, c'est une république avec une élite très fermée. Et puis c'est une république qui est centrée sur une ville fortifiée, qui est le cœur de la carte, avec des possessions rurales. Donc il y a quand même un arrière-pays rural, ce qui détermine l'enquête, puisque les enquêtes criminelles en ville, en gros, c'est beaucoup plus simple qu'à la campagne. Et il y a un vrai enjeu, au fond, territorial dans la question de l'enquête. Donc ce qui m'intéressait, c'était la République de Genève. Pourquoi? Parce que, au fond, c'est un État autonome, et puis c'est un État qui, en 1792, connaît une révolution propre, forte, qui va être à l'origine d'une constitution dont je vais dire un mot, mais au fond qui est indépendant et qui fait une révolution vraiment de manière très originale, avec tout un appareil législatif, des nouveaux policiers, des nouveaux tribunaux, etc. Et puis surtout, Genève connaît évidemment le droit français, puisqu'à partir de 1798, eh bien, Napoléon envahit Genève dans le cadre de la campagne d'Helvétie. Ici, vous voyez un épisode qui est celui de la bataille de Zurich, mais Napoléon, en fait, va libérer tout le pays roman, notamment le pays de Vaud, et puis pour Genève, va envahir Genève. En avril 1798, Genève va devenir un département français. Et à partir du moment où Genève est un département français, c'est le droit français qui est implémenté à Genève. Et donc, là, ce qui m'intéressait, c'était de savoir comment ce droit français, qui est très très moderne, va, au fond, être appliqué à Genève et va changer la disposition. Alors, juste pour dire un mot de la Constitution, c'est aussi un des éléments du livre, peut-être qui peut être le plus répulsif à son ouverture, c'est qu'au fond, l'enquête est déterminée par le droit, et notamment le droit constitutionnel et le droit procédural, et c'est des éléments très techniques, évidemment, puisqu'en fait, ce qui touche l'enquête criminelle touche irrémédiablement la question des libertés individuelles et des principes fondamentaux des individus, puisqu'on parle très souvent, disons, de privation de liberté pendant l'enquête, enfin tout ce qui est vraiment lié au droit pénal, on touche un droit très fondamental. Donc une partie du livre, en fait, traite de l'histoire constitutionnelle et de savoir comment la Révolution genevoise va, au fond, disons, modifier les techniques de l'enquête, mais surtout le modèle de l'enquête. Au fond, comment cette constitution moderne, disons, très inspirée par la France révolutionnaire, mais aussi par l'Angleterre, ou par d'autres inspirations, eh bien, comment cette pensée législative moderne va changer la manière de créer un gouvernement, et comment ce nouveau gouvernement, avec une très forte séparation des pouvoirs, avec des nouvelles institutions, dont des policiers modernes, eh bien, comment ça va avoir un impact sur l'enquête. Et pour le dire très rapidement, ce qui est très important, c'est que la Révolution française et la Révolution genevoise aussi va couper l'enquête en deux, et va confier une grande partie de l'enquête aux policiers et une petite partie, mais une partie importante, aux juges. Et ça, c'est une innovation très très forte qu'on connaît encore aujourd'hui, où l'enquête, vraiment l'enquête de terrain, c'est le policier, et puis l'enquête plus, disons, technique, bureaucratique, c'est le juge. Et puis évidemment, ce qui m'a intéressé dans le deuxième, disons, temps chronologiquement de mon livre, c'est comment ces codes napoléoniens vont être appliqués à Genève. Ici, vous voyez
Napoléon, qui est vraiment il est considéré comme le père des codes, évidemment, c'est pas du tout ça, puisque les codes, c'est vraiment la Révolution française, mais lui, il va rénover 2 codes pour ce qui nous concerne très important, le code de procédure et le code pénal, et ces 2 codes vont être à l'origine vraiment d'une modification profonde dans les techniques de l'enquête, notamment autour de ce qu'on appelle le système de police judiciaire. La police judiciaire, c'est une mission, c'est la capacité pour les agents de police ou les agents administratifs de faire des recherches de la preuve, et au fond, ce code napoléonien va absolument tout modifier dans ce dispositif-là. Alors, dans mon livre, il y a évidemment une grande partie sur l'histoire du droit et l'histoire des normes, mais il y a aussi une partie sur l'histoire des individus, c'est ce qui m'intéressait quand même beaucoup. Donc j'essaie d'identifier qui font ces enquêtes pendant la Révolution et pendant l'Empire. Et pendant la Révolution, ce qui m'a interpellé, c'est de savoir comment ces nouveaux enquêteurs, je le dis très rapidement, ils sont en fait élus par la Révolution, les nouveaux policiers, ils n'ont pas de formation, ils ressemblent peut-être un petit peu à ces candidats pour la garde nationale, ils sont un peu débraillés, c'est souvent des ouvriers en horlogerie. Et bien comment ces types apprennent le nouveau droit qui est très compliqué et comment ils vont l'appliquer très concrètement dans le cadre d'une enquête criminelle. Ça, c'est pendant la Révolution. Et puis pendant l'Empire, donc pendant le moment vraiment français, ce qui m'a intéressé, c'était de savoir comment certaines figures émergent et deviennent des professionnels de l'enquête, en tout cas des grands professionnels du droit et de l'administration d'État. Et là, Marco en a parlé, il y a une figure qui émerge qui est celle du commissaire de police. Le commissaire Maigret, c'est un commissaire de police. Donc on voit qu'il est devenu bien après une grande figure de l'enquête criminelle. En 1800, c'est un peu plus compliqué. Le droit ne prévoit pas que c'est une figure d'enquête criminelle. Mais à Genève, il y a un commissaire qui émerge. Pour toute une série de raisons, peut-être on aura le temps d'en parler, mais le commissaire de police de Genève, le commissaire Noblet, devient le limier du dispositif d'enquête pénale. Et puis, la troisième chose qui m'a interpellé dans mon livre, et je vais m'arrêter là, avant de passer la parole à Marco pour des questions, c'est évidemment les pratiques de l'enquête. C'est toute la deuxième partie de mon livre, en fait, c'est une grosse partie, puisque moi j'avais vraiment envie de savoir si la modification du droit et la modification des acteurs, c'est-à-dire en gros, il y a un nouveau droit et il y a des nouvelles personnes, est-ce que dans les pratiques quotidiennes, dans la routine des investigations, il y a un changement? Est-ce que ça change vraiment la façon de travailler? Est-ce que le métier de l'enquête, avec beaucoup de guillemets, puisqu'il n'y a pas de formation spécifique, mais est-ce que le métier de l'enquête est bouleversé par ces révolutions juridiques et institutionnelles? À l'écran, vous avez un procès-verbal, alors il est très, très, très petit à lire, mais c'est le corpus que j'ai utilisé, qui documente les façons de faire. Et au fond, ce qui m'a vraiment intéressé, c'était de savoir est-ce qu'il y a des modifications dans les constatations matérielles, dans la manière de réceptionner les dépositions, dans les techniques de l'interrogatoire, qui est vraiment un art, disons, judiciaire qui est très affirmé à la fin du XVIIIe siècle. Est-ce que dans les expertises, est-ce que dans les délégations aussi des gestes de l'enquête, est-ce qu'il y a des modifications? Et puis, un élément aussi qui m'a beaucoup interpellé, mais qui fait partie de la période qui est quand même très marquée par ça, c'était de savoir si le dispositif du ministère de la Police générale, de Joseph Fouché, dont j'ai parlé tout à l'heure, ce spécialiste de la bureaucratie et des petits papiers, qui en fait à la base vraiment un dispositif de police politique, est-ce que cette espèce de ministère tentaculaire de police politique qui met en place une police secrète, ou en tout cas qui favorise la mise en place locale de réseaux de police secrète, est-ce que ça, qui est très connu, ça va impacter, vous le voyez à gauche, ça va impacter l'action standard des petits tribunaux de province? Est-ce qu'il y a une ingérence de la police politique dans le domaine du pénal, dans le domaine de la justice? Et est-ce qu'au fond, l'espion va être un acteur prédominant pendant l'Empire de l'enquête de droit commun? Question qui peut paraître un peu étrange, mais ce n'est pas si étrange que ça. Genève est un nid d'espions, il y a un gros réseau de police secrète. Et ce qui m'a intéressé, c'était de savoir si les commissaires de police font appel à des agents secrets pour réaliser des enquêtes, dont il faut quand même dire en guise de conclusion, c'est que ce que j'essaie de montrer dans le livre, c'est qu'il y a quand même un cadre majeur, même dans ce cadre à la fin de l'Empire, qui est quand même très dur au niveau des droits individuels, c'est que les policiers sont ultra légalistes. Ils essaient vraiment de respecter la procédure qu'ils sont censés faire. Il y a vraiment, en tout cas à Genève, il y a très très peu de bavures, c'est assez surprenant. Et on a vraiment l'impression que le code de Napoléon forme vraiment une boussole de laquelle il ne s'écarte pas. Donc en lisant le code, on se dit ils sont censés faire ça, et en allant voir les procès-verbaux, on se rend compte qu'ils le font vraiment.
Donc il y a vraiment une application très littérale, très dogmatique, j'ai envie de dire, du système de police qui est mis en place par la Révolution et l'Empire. Donc voilà un peu le projet du livre, assez dense et assez ambitieux, à partir d'un exemple, disons, territorial petit, mais vous avez bien compris que l'enjeu, c'était d'aller sur ces différentes échelles le plus loin possible. Merci. Ben, merci à toi Vincent pour cette présentation qui donne effectivement un aperçu global du livre. Tu n'as pas eu l'opportunité en ces quelques minutes d'entrer dans le détail, mais justement on va essayer d'approfondir une ou deux questions. Moi j'aimerais que tu reviennes sur un élément, je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, parce qu'en fait on a un compagnonnage intellectuel depuis quelques années, puisque tu fais partie comme moi de l'équipe de recherche Damoclès qui s'intéresse à l'histoire de la justice, du droit de punir, de la police, des régulations sociales en général. Et nous avons eu diverses occasions de penser en fait cette chose qui est très compliquée et que tu as évoquée en fait en passant, j'aimerais que tu reviennes dessus, c'est cette articulation entre justice et police. Et ce qui est très bien montré dans ton livre, c'est comment finalement la philosophie pénale qui se développe à la fin du XVIIIe siècle, on va essayer d'être simple, comment cette philosophie pénale va infléchir la manière de penser les lois qui elle-même va modifier les pratiques. Pour le dire vite, à la fin du XVIIIe siècle, les réformateurs du droit pénal, et je pense ici notamment à Cesare Beccari, dans les Dei delitti e delle pene, des délits et des peines, qui paraît en 1764 en italien, il renverse cet idéal punitif d'Ancien Régime qui finalement reposait sur une arithmétique un peu simpliste peut-être, selon laquelle, comme il était difficile d'appréhender les auteurs de crimes et de délits, la peine était sévère. Et en fait, l'arithmétique qu'il essaye de modifier est la suivante, c'est que avec la poursuite pénale la plus certaine possible, l'infaillibilité de la peine, eh bien si on arrive à appréhender tous les auteurs des crimes et délits, on pourra atténuer en fait la peine. Et c'était idéal des réformateurs du droit pénal de la fin du XVIIIe siècle qu'on retrouve en fait partout en Europe, pas qu'en Italie aussi, que tu le sais très bien, ici en Suisse, en Angleterre aussi, en France évidemment, a un impact sur la manière dont on va repenser le droit pénal au moment de la Révolution française, et avec cette idée qui va émerger qu'il faut parfaitement distinguer la police de la justice. On va renforcer les pouvoirs de police, peut-être leur octroyer des moyens quelque peu parfois arbitraires, pour permettre à la justice d'être la plus pure possible, d'être la plus juste possible. Et dans cette séparation entre police et justice, en fait, se niche ce que tu décris très très bien dans le livre, l'émergence d'une spécialisation de l'activité de l'enquête entre les mains de la police. Est-ce que cet aspect, tu voudrais un petit peu le développer ici ? Je ne crois pas avoir été trop technique, mais je crois que c'est important qu'on comprenne en fait cette nouvelle soudure en fait qui se développe. Tu l'as dit tout à l'heure, sous l'Ancien Régime, le juge fait tout. Et là, en fait, il y a une distinction des fonctions qui émerge, ne serait-ce qu'au nom du principe de la séparation des pouvoirs, qui est acté par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en 1789. Au nom de cette séparation des pouvoirs, eh bien maintenant, il y aura deux instances qui vont en fait mettre en place ce qu'on appelle la police judiciaire. Est-ce que tu veux développer cet aspect-là ? Oui, bien sûr, surtout que ça fait partie, disons, du début du livre. Donc si vous commencez le livre par le début, ce qui en général est le cas quand on lit un livre, là on tombe dans cette question qui est une question très compliquée, qui est en fait un peu le cœur du problème du livre. C'est de savoir, grosso modo, pourquoi le législateur révolutionnaire confie l'enquête à la police, alors que l'enquête, c'est l'impérium du juge par excellence depuis le Moyen-Âge. Vraiment, c'est au fond la vérité judiciaire, c'est quasiment disons, l'attribut le plus important du juge avec la capacité du juger, qui est vraiment l'autre attribut du juge.
Donc le législateur révolutionnaire le fait. Pourquoi le fait-il? C'est une des questions que j'essaie de poser dans le livre. Alors évidemment, je ne le fais pas tout seul, hein. Il y a une grosse historiographie, heureusement. Mais je rappelle dans le premier chapitre que le grand problème des réformateurs pénaux des années 1750, Beccaria, mais aussi Montesquieu, Servan surtout, Marat, que vous connaissez peut-être aussi un peu parce qu'il est de Neuchâtel, voilà, c'est de se dire, bon, on a un système pénal qui est atroce, qui est basé sur les supplices corporels, comment l'adoucir tout en faisant en sorte que les individus qui fondent société se comportent de manière, disons, correcte, en tout cas civilisée. Et une des solutions qui est proposée, qui s'appelle l'utilitarisme pénal, c'est qu'au fond, pour le dire un peu rapidement, un des fondements de l'utilitarisme pénal, c'est qu'il n'y a pas d'impunité possible. Hein, c'est que chaque infraction appelle automatiquement une peine. Si possible assez douce, en tout cas rétribuée selon, disons, la gravité de l'infraction. Mais le principe de l'impunité, c'est vraiment à la base de la réforme pénale. Mais qui dit impunité? Alors sous l'Ancien Régime, c'est vraiment une idée qui est assez absurde parce qu'on n'a pas les moyens de punir tout le monde. Les législateurs révolutionnaires, eux, ont l'idéal de punir tout le monde. Et pour ça, pour le dire très rapidement, parce que dans le livre je le dis quand même de manière un peu plus détaillée, eh bien il faut un appareil qui, dans l'idéal, va saisir, je cite dans le texte, saisir les méchants au moment où ils commettent le crime. Littéralement, l'idée du législateur révolutionnaire, c'est qu'en confiant les capacités d'enquête aux policiers, à tous les agents de police en fait, parce qu'il y en a plein, je ne rentre pas dans le détail, mais du juge de paix au maire en passant par le gendarme, en lui confiant les capacités d'enquête, l'idéal c'est le flagrant délit. En gros, tout le monde se promène, le maire se promène, il y a un crime qui se commet, il court tout de suite, et voilà. En fait, le suspect est presque interpellé sur le moment. Donc ça, c'est l'idéal, au fond, c'est le principe, un peu résumé, mais c'est un peu le principe, disons, de cette délégation de l'enquête aux policiers. Et puis ce que tu dis, Marco, est évidemment tout aussi important, c'est que ça permet, cette délégation aux policiers, d'être un peu plus souple pendant le moment de l'enquête. Pourquoi ? Parce que l'enquête de police judiciaire, l'enquête de police, elle n'est pas soumise au même type d'encadrement procédurier que l'instruction judiciaire à proprement parler du juge, qui elle alors est hyper réglementée par le droit pénal moderne. Donc le policier, en gros, il peut faire des recherches sous le label recherche de police judiciaire, surtout dans le cadre d'un flagrant délit. Je ne rentre pas dans le détail, mais le flagrant délit, en gros, c'est on a entendu parler d'un crime, on court, le crime est encore frais, si j'ose dire, et on peut faire à peu près n'importe quoi quand on est policier dans le cadre du flagrant délit dans le code Napoléon. Donc, cette capacité, au fond, d'être très libre, eh bien, va, au fond, en tout cas, l'idée, c'est d'améliorer l'efficacité des policiers. Et, à contrario, le juge, lui, est très, très, très contraint par le droit de procédure. Donc, c'est comme si on avait un binôme, le policier qui est assez libre, qui travaille, si possible, très vite et qui fait des recherches, disons, parajudiciaires. Par exemple, il va employer beaucoup d'agents peu documentés, des ivrognes dans les bars qui vont lui donner des informations mais qui ne sont pas citées au procès-verbal, possiblement des agents secrets. Puis ensuite, il rédige un procès-verbal, le juge prend le procès-verbal et lui va refaire l'enquête de manière hyper structurée, mais où il ne peut plus faire ses gestes plus libres. Donc c'est un peu ça que j'essaie de montrer dans le livre, c'est qu'effectivement, cette bipartition de l'enquête s'articule sur ce principe. Avec une conséquence que tu analyses très très bien dans le livre, que tu montres avec justement cette focale sur les acteurs que tu évoquais tout à l'heure, c'est la pluralité des personnes, agents publics évidemment, porteurs d'une autorité, qui sont habilités à intervenir dans le cadre de cette police judiciaire et à mener les premiers éléments de l'enquête en fait. Et une des ruptures finalement qui apparaît, il y en a bien sûr beaucoup d'autres, mais une des ruptures importantes de la Révolution, et qui va se répercuter aussi sur la période de l'Empire, comme tu le dis, là je crois que je te cite, c'est que c'est un personnel de police avec des fonctions très diverses, tu as évoqué le maire, les gendarmes, les juges de paix, il y aura aussi le commissaire de police plus tard, etc. Eh bien ce sont des hommes qui, sous l'Ancien Régime, n'auraient jamais eu ces fonctions-là, puisque c'était essentiellement des juges qui avaient ces compétences de police judiciaire. Et au moment de la Révolution, eh bien, ce sont des hommes qui sont élevés à la fonction publique justement en vertu de la rupture révolutionnaire et ce qu'elle implique en termes de redistribution des cartes sociales, si l'on veut, auprès d'individus qui n'ont pas de formation appropriée ou du moins prévue pour faire ce type
d'activité judiciaire. Et c'est un aspect de ton livre que j'aimerais que tu évoques un peu plus en profondeur, parce que je l'ai trouvé fascinant, c'est de voir ces anciens horlogers, joailliers, toutes sortes de personnes, des personnes qui travaillent dans l'artisanat, qui sont élevés à des fonctions judiciaires et qui doivent se débrouiller avec des codes de procédure dont, si je ne me trompe pas, le code de procédure 1108, promulgué en 1811, c'est un millier d'articles, donc avec des codes de procédure extrêmement détaillés. Hein. Donc ils doivent se débrouiller avec des formes qu'ils ne maîtrisent pas du tout, puisque pratiquement aucun d'eux n'a de formation juridique, de formation en droit. Et tu évoques notamment quelqu'un qui n'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui est issu d'une famille oligarchique, une de ces familles qui dirige la République sous l'Ancien Régime, un certain Saladin, maire de Colébossi, et qui avoue son incompétence crasse en matière de forme juridique en 1801, alors qu'il est maire de Colébossi. Est-ce que tu peux développer cet aspect sur comment finalement ces gens issus de la Révolution, qui n'ont pas de formation, se débrouillent pour appliquer quelque chose qui est hyper technique? Merci Marco. Alors en plus, l'exemple que tu cites, Saladin, c'est une source extraordinaire que j'ai trouvée par hasard dans un dossier où il n'y avait pas censé avoir cette archive. C'est donc un maire qui se déplace pour un suicide, enfin une personne qui est pendue à un arbre, pour être précis, en race campagne. Colébossi, c'est assez loin du cœur de la ville à l'époque. Et simplement, pour lui, il voit cette personne pendue avec une corde, un nœud coulant, etc. Il se dit, c'est un suicide. Donc, il décroche le suicidé, il fait sa procédure en décrochant, et puis il oublie un certain nombre de formes, et notamment de choses à faire, comme ce qui est précisément prescrit par la procédure pénale de l'époque, qui est très important, mais qui est encore aussi important aujourd'hui, c'est d'appeler l'expert médico-légal pour voir si effectivement on a affaire, que l'expert examine le corps, qu'il puisse déterminer si oui ou non on a bien affaire à un suicide ou pas. Puisque l'évidence de l'œil du magistrat n'est pas forcément l'évidence de l'œil du chirurgien ou du médecin légiste. Et donc il oublie de faire ça. Et du coup son enquête part totalement en vrille, vous m'excusez l'expression, puisqu'en fait il y a un vice de procédure. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il décrit très clairement ce qu'il fait pour corriger son vice de procédure, puis ensuite aller apprendre tout ce qu'il ne connaît pas, puisqu'il vient d'être élu, enfin il est nommé en fait, parce que sous l'Empire ils sont nommés, bref, mais il va décrire comment il fait pour apprendre le droit. Et il le fait, ce qui est assez fascinant, c'est qu'il cite toutes les manières dont ces nouveaux policiers ou ces nouveaux maires, ces nouveaux gendarmes vont effectivement pouvoir apprendre le droit, et le font effectivement sur l'ensemble du territoire impérial, parce qu'on parle quand même d'un empire, pour diffuser un code... en fait, il y a même 5 codes. Pour diffuser des codes, il y a quand même un appareil, parce que ça ne s'apprend pas comme ça. Le premier appareil, c'est le bulletin des lois, qui est distribué. Il y a vraiment une espèce de système d'information pédagogique de la loi en français, qui s'appelle le bulletin des lois, voilà, où pratiquement toutes les circonscriptions ont un cocher de poste qui amène le bulletin des lois, on doit cocher des cases, etc. Et puis c'est ça qui va être un outillage pour apprendre les nouvelles lois. Et puis il y a surtout un nouveau matériel pédagogique que je n'ai pas mis dans le PowerPoint, mais qui est le manuel de police judiciaire, le manuel d'instruction criminelle, qui est vraiment un manuel d'apprentissage du droit. Ce n'est pas un manuel de savoir-faire. Dans ces manuels, on n'apprend pas l'enquête concrète, il n'y a pas des gestes de l'enquête, mais il y a simplement des explications sur les codes de procédure. Et le maire de Colébossi, Saladin, dit « Eh bien, je n'avais pas de manuel, j'ai été en ville, j'ai été consulter la bibliothèque de l'hôtel de ville, et je me suis procuré le texte. » Et en plus, il cite le texte qui est très très rare, donc on sait quel livre il a lu, qui est un des premiers manuels de police judiciaire. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'il n'arrive pas bien à comprendre ce texte, qui est quand même presque aussi compliqué que la procédure elle-même. Et donc, il fait un autre geste, disons une autre démarche que font beaucoup de ses collègues, c'est qu'il va voir un juge très expérimenté, un ancien, et il lui demande des conseils. Et cet ancien va lui expliquer les impératifs, les impondérables. Et puis, justement, c'est grâce, au fond, à la discussion que la majorité, j'ai envie de dire, de l'apprentissage se fait. Puis il y a une dernière technique d'apprentissage, mais qui est probablement la plus courante, c'est l'apprentissage sur le tas, avec le code, parce que les codes sont quand même des vrais outils, il y a une table des matières, c'est quand même relativement bien fait, c'est le but. Dans l'idée du législateur révolutionnaire, le code il est justement accessible
à tous les citoyens. C'est même le principe du code. Bon, en réalité, c'est un peu plus complexe que ça, mais grâce au code, il va quand même pouvoir se débrouiller. Et puis, ils font des essais. Les premières procédures sont plus ou moins bien réussies. Ils en discutent entre eux. Et puis voilà. Donc, c'est vrai que ça m'a beaucoup interpellé pendant la période française. Sous la Révolution genevoise, c'est encore pire, parce que les codes genevois de la Révolution ne sont pas tout à fait finis. Et donc, les révolutionnaires, alors pendant l'Empire, c'est plutôt ce genre de personnages. C'est des personnages qui sont, disons, très intégrés dans le dispositif administratif, qui ont déjà des carrières dans l'État depuis, en tout cas, le début de la Révolution. Donc, sous l'Empire, c'est un peu plus facile. Et puis, les dispositifs sont mieux établis. Sous la Révolution, l'apprentissage du droit, c'est un peu le chaos. Le droit est déjà pas tout à fait fini, et puis il n'y a pas d'instrument. Et puis surtout, les individus sont élus, en tout cas à Genève, sont élus au suffrage universel. Donc un enquêteur élu au suffrage universel, c'est pas vraiment compatible, puisqu'en fait, effectivement, tu l'as dit, hein, c'est surtout des militants politiques, des clubs, en tout cas à Genève, les plus populaires. Donc ils connaissent rien en droit. Il n'y a que 2 enquêteurs à Genève sur les 50 qui sont élus qui ont une formation de droit. Donc là, c'est vrai que pendant les quelques années de la Révolution, c'est assez intéressant de voir comment ils se débrouillent. Et pour finir sur ta réponse, ce qui est intéressant sous la Révolution, c'est que tout l'appareil a été décapité. Qu'est-ce qu'ils font, ces nouveaux enquêteurs? Ils vont aller chercher les magistrats d'Ancien Régime. Littéralement, ils les ressortent du placard et ils leur demandent, notamment les greffiers, mais aussi les anciens juges, ils leur disent « Mais comment vous faisiez à l'époque pour rédiger des procès-verbaux ?» Ne serait-ce que ça. C'est quoi la terminologie d'écriture d'un procès-verbal? C'est pas du tout simple, hein, c'est très formalisé. Donc voilà un petit peu, c'est vrai que le livre insiste beaucoup là-dessus, mais ça m'a fasciné. Moi-même, n'étant pas juriste à l'origine, je me suis vraiment demandé en lisant ces codes, mais comment diable faisaient ces individus pour comprendre ces textes qu'ils doivent appliquer dans le cadre d'une enquête criminelle qui est quand même assez... Il y a pas mal de pression. Il y a d'autres enjeux qui sont dans des enjeux cognitifs, disons de déduction. Hein. Une enquête, c'est quand même une énigme. Donc ils sont peut-être déjà concentrés sur autre chose que sur le droit, qui est au fond, qui garantit la réception du dossier ensuite dans la procédure. Alors justement, est-ce que tu voudrais, toujours sur cette question du personnel, hein, parce qu'il y a cette figure qu'on évoquait en introduction de Jean-François Noblet, si je me trompe sur son prénom, qui émerge, qui est quelqu'un de fascinant, puisqu'il est élu sous la Révolution, 1794-95, et puis oui, alors il traverse toute la période, puisqu'il va être récupéré par l'appareil français, il va continuer sous l'Empire, et non seulement il va continuer, mais tu l'as évoqué tout à l'heure, il va se spécialiser. Et en fait, s'il fallait en trouver un, alors tu le dis très bien dans le livre, c'est pas prévu par la loi, mais avec Noblet, on a l'espèce de prototype du commissaire de police tel que pourraient le devenir, et pourront le devenir, des commissaires de police jusqu'au commissaire Maigret. Est-ce que tu voulais dire quelques mots sur ce personnage tout à fait fascinant? Ce qui est intéressant, c'est qu'on a une image, c'est très très rare les images des commissaires de police, c'est même une des seules connues en vérité de l'Empire français. Et c'est des commissaires de police genevois, donc un des 2 est Noblet. L'autre est Victor, je ne sais pas lequel est lequel. Toujours est-il qu'on a une image potentielle du commissaire Noblet. Ce commissaire, en effet, tu l'as dit Marco, est est élu sous la Révolution genevoise. Il est récupéré par les Français parce qu'il est coopté en fait pendant l'invasion. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que lui, il va se démarquer pour toute une série de raisons, mais probablement aussi par son intelligence de déduction. C'est évidemment pas ça qui fait qu'il reste en poste, mais c'est ça qui fait que le parquet va lui confier des enquêtes assez délicates. Et c'est une des choses que j'essaie de documenter dans le livre, surtout à la fin, dans le dernier chapitre. C'est au fond tous ces critères très difficiles à quantifier ou à qualifier d'intelligence nécessaire pour réaliser une enquête. C'est évidemment maintenant un peu le topic de base de toutes les séries criminelles, hein, c'est effectivement l'intuition de l'enquêteur, tout ce qui est un peu inné, ou voilà, tout ce qui n'est pas du tout rationnel. Mais évidemment que dans les sources d'Ancien Régime ou de la Révolution, il n'y a rien là-dessus, c'est pas marqué. Donc j'ai essayé de prendre une figure qui, de facto, fait plus d'enquêtes que les autres. Quantitativement, ça on peut le documenter. Et puis j'ai essayé de savoir pourquoi ce bonhomme émerge comme figure de l'enquêteur. Et il y a clairement une des raisons, c'est que peut-être plus que son intelligence, c'est sa patience, sa ténacité, et puis son insertion sociale dans la ville et dans l'appareil de la ville, l'appareil policier de la ville, qui fait qu'il a accès à une base d'informations qui est absolument monumentale. Et donc, pour le coup, il est probablement plus efficace que d'autres dans les résolutions des enquêtes, ou en tout cas dans la conduite des enquêtes.
parce qu'il connaît tout le monde. Et puis en fait, toute l'information remonte au commissaire Noblet, notamment, il connaît très très bien le monde de la prostitution, puisqu'il a créé, disons, un instrument de surveillance de la prostitution. Il connaît très bien le monde des cabarets, puisqu'il a un agent qui épie tous les cabarets de la ville. Et puis, il a un système de police secrète pour la surveillance politique. Donc, c'est tout ce faisceau de raisons qui fait qu'il émerge. Et il émerge un peu comme un spécialiste. Mais encore une fois, tu l'as dit, Marco, c'est pas dans le droit. Il n'est pas censé le faire. Contrairement à un personnage comme Vidocq, c'est pas non plus dans le droit, mais lui, il est sorti de prison pour faire des enquêtes. Noblet, non. Noblet, à la base, son travail, c'est surtout d'aller regarder les marchés, de faire en sorte que les gens ne se tapent pas dessus, que l'approvisionnement arrive dans la ville. Il n'est pas désigné enquêteur par le parquet ou par le maire. Là, on peut imaginer que dans le cas de Noblet, en fait, c'est l'efficacité pratique qui prime, finalement, et que le système de professionnalisation, en fait, sous l'Empire fait qu'il reste longtemps, finalement, qu'il y a cette forme de proto-spécialisation du commissaire. Donc c'est quand même une des conséquences indirectes d'un système qui ne le prévoit pas à la base, mais qui finit par accoucher d'une spécialisation. Par rapport aux conséquences aussi du nouveau format juridique finalement qui s'impose avec la Révolution, puis avec l'Empire. On a parlé des acteurs, et puis tu insistes aussi dans ton livre beaucoup, à juste titre je crois, sur les instruments. Parce que la police, ce ne sont pas que des personnes, ce sont aussi des outils. Et tu montres très bien comment il y a à la fois là aussi continuité avec d'anciennes pratiques d'ancien régime précisément, et le nouveau droit, initié avec la Révolution, l'Empire. Et je pense notamment à ces techniques d'identification des personnes. Et ce que tu montres dans ton livre, j'ai trouvé ça tout à fait fascinant parce que il y a un livre important sur cette question-là, qui a été écrit notamment par Vincent Denis, qu'on accueillait dans la saison précédente, au mois de décembre. Et il écrit aussi avec Ilsen About un petit livre intitulé Histoire de l'identification des personnes. Et il montre comment, en fait, pendant longtemps, il y a une pensée de l'identification des personnes en silo. C'est-à-dire que chaque institution produisait des outils de l'identification des personnes, par exemple les registres de baptême, par exemple les militaires, il y avait des registres d'identification, par exemple il y avait des registres de passeport, il y avait des registres. Mais tout ça, c'était institution par institution qui produisait des outils. Et dans le cadre de ton étude, tu montres que en fait, ces outils commencent d'être mis en réseau. Les passeports, les registres de signalement d'individus recherchés, les individus traduits en justice. Tu as parlé tout à l'heure du registre des filles, registre des filles, c'est des prostituées. Et tout ça forme un réseau qui accroît en fait l'efficacité policière et évidemment l'efficacité de l'enquête. Est-ce que tu veux dire quelques mots sur ces instruments, ces outils qui sont tout à fait pas nouveaux en soi, mais nouveaux dans leur utilisation? Alors, une des principales conclusions à laquelle arrive le livre, finalement, c'est que ce qui change le plus entre l'Ancien Régime et la fin de l'Empire, donc ce que la Révolution change, c'est précisément ce que tu dis, Marco, c'est la mise en série des instruments de recherche des individus, qui permet, pour le coup, d'être hyper efficace, enfin beaucoup plus efficace qu'avant, tout au moins, pour identifier les suspects, notamment pour rechercher les suspects en fuite, mais aussi pour identifier pour simplement tracer des individus, puisque une des problématiques de l'Ancien Régime, c'est que les villes sont souvent des villes fortifiées, ou en tout cas des villes fermées. Une fois que la personne est sortie de la ville, grosso modo, tant qu'elle n'est pas sur les grandes routes et qu'elle n'attaque pas les grandes routes, eh bien elle est sortie du corps social. Donc on ne cherche pas beaucoup, enfin ça dépend où, mais en tout cas dans les grandes régions, on ne cherche pas beaucoup les suspects en fuite. Sous l'Empire, c'est très différent, c'est une logique impériale. Et donc, l'Empire est censé garantir l'impunité dans l'ensemble du territoire impérial. Et là, l'image de cette BD, c'est pour ça que les prises est assez parlante, c'est que je pense que le dispositif qui est mis en place au niveau du ministère de la Police Générale, mais en fait de tous les ministères parisiens, qui sont des ministères coloniaux, littéralement, de direction impériale, eh bien, va être en fait hyper performant pour des buts qui sont à l'origine pas du tout l'enquête criminelle, qui sont surtout des buts de gestion d'un empire et puis surtout de poursuite des opposants politiques. Donc, à cause de ça, ils vont mettre en place des outils justement de croisement d'informations de tous ces dossiers, notamment des signalements des passeports, etc.
Cette logique-là de mise en série des instruments va être mise à profit par les tribunaux ordinaires, hein, qui vont, en fait, paradoxalement, enfin, qui vont généralement adopter cette rationalité, cette nouvelle rationalité bureaucratique, qui traverse en fait quasiment toute la période révolutionnaire. C'est vraiment la révolution de papier ou la révolution des ronds de cuir, ces deux textes qui sont importants que j'ai cités dans le livre. Il y a quelque chose qui se passe en termes de travail bureaucratique. Et en effet, ce qui est intéressant même au niveau d'une petite ville comme Genève, alors c'est une ville importante à la frontière, etc., mais on le voit sur cet exemple-là, c'est que avant la Révolution, Marco le connaît bien puisqu'il a écrit un livre là-dessus, les policiers croisent assez peu les documents. Pendant la Révolution, ils commencent. Et puis sous l'Empire français, là c'est systématique. Il y a un individu, notamment Henri Valgis, dont tu parlais tout à l'heure, dont j'ai essayé d'étudier le cas, qui est un voleur. Alors, il fait un gros cambriolage. On sait que c'est on ne sait pas du tout d'ailleurs au départ que c'est Henri Valgis. On a un signalement. Grâce à son signalement, le policier, en l'occurrence Noblet, pour ne pas le citer, va commencer à faire une enquête. Il identifie son passeport. Et puis grâce à son passeport, il va remonter avec toute une série de registres qu'il va croiser vers l'individu, qui va interpeller au terme d'une cavalcade assez rocambolesque dans les marais. Donc voilà, ça c'est une logique qui n'existe pas du tout sous l'Ancien Régime, par exemple. Juste peut-être rappeler ce que c'est qu'un signalement. Je suis passé rapidement tout à l'heure. Signalement, c'est de la description parlée, enfin la description physique d'un individu, à la base essentiellement pour l'identité des personnes, donc pour un passeport, enfin pour un document d'identification. Sous l'Ancien Régime, ça existe. C'est des documents qui sont descriptifs, il y a une taxonomie très précise avec voilà, des régimes de description du corps qui sont très clairs. Et puis sous l'Empire, il n'y a rien qui chose, sinon la forme du passeport qui est systématisée. Il n'y a évidemment pas de photos ni disons de gravures ou de portraits robots dessinés, mais le signalement est utilisé de manière très systématique à cette période-là. Très bien, merci. Est-ce qu'on essaie de prendre des questions de la salle? Peut-être il y en a aussi sur Internet. En tout cas, les personnes qui sont en ligne peuvent en poser dans la salle. Sébastien Faré? Oui, merci beaucoup de la présentation. Si tu lis des romans policiers, c'est aussi pour découvrir en contexte social. Alors, qu'est-ce que nous dit ton enquête sur les bas-fonds de Genève? Quelle est la caractéristique de la période impériale pour appréhender le tissu social genevois? Merci Sébastien. En effet, alors on a l'œil un peu biaisé de l'archive criminelle, disons qu'on a l'impression qu'il y a du crime partout quand on fait ce genre d'enquête. Ce que nous dit quand même l'archive de police par rapport à cette période-là, qui est une période assez particulière, contextuellement, qui est une période qui est marquée par la surpopulation militaire. Il y a 3000 hommes de garnison qui sont en plus des hommes tournants, donc qui habitent intramuros dans la ville de Genève pendant une quinzaine d'années. Et donc c'est très clair que ce moment-là est en fait paradoxalement un moment un peu criminogène pour la ville de Genève, alors même que le régime de Bonaparte est qualifié de régime d'ordre. C'est un régime en général où on dit qu'il ne se passe pas grand-chose, parce qu'il y a tellement de policiers, tellement d'espions, il y a très peu de crimes. Pour la ville de Genève, en fait, il y a une espèce de densification massive de la population militaire. Et donc ce qu'on peut constater en termes, disons, d'évolution des phénomènes criminels, d'abord c'est une augmentation de la prostitution, assez claire, en tout cas par rapport à la période révolutionnaire. Prostitution qui est décriminalisée, mais qui pose beaucoup de problèmes d'ordre public et de problèmes de salubrité, puisqu'il y a des maladies vénériennes abominables. Et évidemment, il faut limiter la dégénérescence morale et physique de la jeunesse. Et puis l'autre élément, c'est en fait deux phénomènes très massifs qui sont assez bien documentés maintenant pour l'Empire. C'est la contrebande et le brigandage. Brigandage assez fort dans les parties jurassiennes et alpines autour de la ville, mais contrebande très fort même dans la ville, où là, en fait, c'est des phénomènes qui existent évidemment sous l'Ancien Régime, mais qui ne sont pas aussi massifs qu'après 1807 et le blocus continental. Les contrebandiers, à la fin de l'Empire, sont armés, ils organisent quasiment des armées parallèles, et c'est clair que là, les policiers sont obligés de s'équiper ou d'agir en conséquence. Sous l'Ancien Régime, un agent de police, pour le dire rapidement, est assez rarement armés. Sous l'Empire, ils ont un pistolet et un sabre, alors qu'ils font quasiment le même travail, ils font un peu plus d'enquête. Voilà, le monde criminel a changé aussi, puisqu'il ne faut pas oublier qu'il y a une guerre civile sous la Révolution et puis une guerre tout court pendant l'Empire, avec des zones de contre-guérilla très fortes. Et puis, c'est une société qui est redevenue très violente à cause de ce moment, disons, guerrier. Donc, moi, je pense qu'il y a, disons, une création d'une espèce de poche
clandestine et criminelle un peu plus forte pendant certains moments de l'Empire qu'avant. Par exemple, sous la période révolutionnaire que j'ai étudiée aussi, bon, il y a des gros problèmes de frontières et de contrebande, mais dans la ville, pas beaucoup de criminalité. Il y a du vol parce qu'ils sont très fauchés, mais on n'a pas l'impression qu'il y a des auberges remplies de malfrats surarmés, ce qui arrive pendant l'Empire. En fait. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Non? Internet n'a pas de questions. Virtuel n'a pas de questions. Moi j'ai une question. Ah ben, Quand vas-tu écrire un roman policier? C'est une bonne question. J'avais envie de faire j'avais envie d'imaginer une vie, enfin en tout cas une affaire fictionnelle autour du commissaire Noblet. Et quand j'ai soutenu mon doctorat en 2016, tous mes potes qui se bassinaient depuis des lustres autour de ce texte m'ont dit, mais écris un roman policier autour de commissaire Noblet. En réalité, c'est pas facile quand on est historien de basculer du côté de la fiction, parce qu'on a très peur de trahir notre déontologie d'une part. Et puis, alors là, je pense que les vrais romanciers et les poètes m'en voudront si je dis ça, mais parfois l'archive est encore plus forte que la fiction. En tout cas, elle est tellement dense que c'est vraiment un art d'en faire quelque chose, d'en faire une forme, en fait, de sortir du contenu. Et je ne suis pas encore assez écrivain pour écrire un texte de fiction. Et je pense que mais sincèrement, c'est une bonne question. Je n'ai pas abandonné l'idée d'en faire quelque chose de fictionnel. Après, il y a la question du temps, mais à part ces détails-là, dans l'ensemble, c'est vrai que le sujet invite à le faire. Et puis, ce qui est assez frappant par rapport à ta question, c'est que la plupart des affaires, concrètement, les procédures, on pourrait en faire un roman policier. C'est la même logique, c'est la même dynamique, c'est le même, disons, ressort dramatique. Il y a vraiment une énigme systématiquement. Il y a absolument toujours un moment où le policier hésite entre plusieurs personnes. Et puis, dans un contexte, disons, d'état de droit, pour le dire vite, parce que sous l'Empire, c'est un peu complexe, mais il y a quand même cette tension entre est-ce que c'est vraiment la vérité ou pas. Il n'y a quasiment pas de biais politique, dogmatique, ou même institutionnel. On a vraiment l'impression qu'ils recherchent la vérité judiciaire de manière très approfondie. Et pour le coup, pratiquement chaque enquête est potentiellement un polar. Donc maintenant, la question que je me pose, c'est laquelle choisir. c'est effectivement un aspect qui est important dans le choix en fait, de rédaction du livre. Tu t'es concentré sur les délits de droit commun, et tu n'as pas du tout regardé du côté des délits des crimes politiques. Mais la question qui est posée par Sébastien Ferrer est importante parce que elle permet aussi de souligner que dans ton livre, tu fais un choix raisonné de citations blocs, c'est-à-dire des longues citations d'archives. Il y en a peu, mais celles que tu choisis sont vraiment des morceaux magnifiques. On a envie effectivement, c'est le début d'un roman, c'est le début d'une histoire. Et je trouve que cette mise en récit à partir de l'archive se suffit elle-même. Et là, en tout cas, on est tout à fait satisfait en fait, à la lecture de ton livre voilà, d'avoir ces morceaux d'archives qui sont des magnifiques ouvertures sur un imaginaire, sur des lieux qu'on ne connaît pas, puisqu'on ne vit pas entre 1790 et 1814, qu'on peut seulement imaginer. Et voilà, je trouve que ton livre permet cet imaginaire et ça fait quand même, il y a une fictionnalisation de l'archive qui est possible pour le lecteur, quand bien même ce n'est pas un livre de fiction, bien au contraire, c'est un livre tout à fait sérieux. Ce que j'avais envie d'essayer de faire pour compléter ce que tu dis, Marco, dans la première partie du texte, pour ceux qui l'ont lu, on est vraiment dans l'analyse des systèmes pénaux de manière assez théorique, assez dure, en fait, même, j'ai envie de dire, assez ambitieuse. Et puis, dans la deuxième partie, en tout cas, même plutôt dans le dernier chapitre, j'avais envie d'essayer de comprendre la subjectivité de l'enquêteur, qui est probablement une des questions les plus complexes en histoire, c'est de savoir si les acteurs sociaux qu'on étudie, comment on peut essayer d'imaginer comment eux-mêmes pensent. Évidemment, dans le cas d'un enquêteur, c'est encore plus fascinant parce qu'on se dit quel type de rationalité ils mobilisent et est-ce qu'il y a un changement de rationalité entre un moment ou un autre? Est-ce que tout à coup, ils ont une pensée qui devient plus moderne ou pas? Est-ce que des nouveaux outils rendent la pensée plus performante? Ou est-ce qu'ils sont biaisés, tout simplement?
Et notamment, j'ai une partie assez difficile à écrire sur un interrogatoire du juge d'instruction, enfin l'équivalent du juge d'instruction, parce que c'est juste avant, d'une personne accusée de viol, et d'un viol d'enfant, donc en l'occurrence ce qu'on appellerait maintenant un pédophile, et donc qui décrit de manière très claire les actes qui sont imputés aux prévenus. Et là, c'est vrai que c'est intéressant, j'essayais de rentrer un petit peu, sans rentrer dans la fiction, puisque ce n'était pas l'objectif du livre, mais d'essayer d'aller jusqu'au bout de comment on peut appréhender la subjectivité du juge, son état d'âme, l'émotion du juge, alors même que, stricto sensu, le juge ne doit pas être, affecté par l'émotion, il ne doit pas avoir de subjectivité. Et là, on est face à un juge qui est un juge d'origine genevoise, de bonne famille, qui est face à un horrible pervers, pour dire très concrètement, qui a violé une jeune fille qui, du coup, a une maladie vénérienne très grave, qui est évidemment détruite du point de vue moral. On sent qu'il essaie de garder son retrait objectif de juge, mais on sent aussi que c'est très difficile. Et voilà, j'essaie, sans donner mon avis, j'essaie de mettre disons, vis-à-vis les sources pour donner au lecteur la possibilité de se dire, fatalement, le policier ou le juge, son enquête est quand même biaisée par l'individu, par la subjectivité. C'est évident. De là à en faire une fiction, elle n'est encore pas franchie. Très bien. Ah, encore une question, pardon, excusez-moi. Est-ce que la confession, il n'y a pas de comparatif, il fallait faire le travail sur ou etc. Oui, c'est une... L'application de la religion, tout ça. Alors, c'est une bonne question. La question de la confession protestante dans l'enquête, dans le droit, dans la culture juridique, c'est une question que je n'ai pas vraiment traitée dans le livre, mais au fond que je me pose depuis un moment, en réalité, par son absence. Ce qu'il faut souligner, c'est que, en tout cas de manière assez technique, les pays protestants, en tout cas les républiques protestantes, sont plus sensibles à l'évolution, disons au progrès des Lumières, en tout cas du point de vue juridique. C'est pas vrai sur tout. Mais Genève est un pays protestant qui a très fortement pris les Lumières européennes, contrairement à Berne, donc bon, il y a aussi un contre-argument. L'autre chose, c'est que c'est assez vite déconfessionnalisé tout le procédure judiciaire. La Révolution de Genève a une particularité, par contre, qui est assez spéciale, mais que je n'ai pas traitée non plus, c'est qu'elle met en place, la Constitution genevoise met en place une citoyenneté qui est conditionnée par la confession. Ne sont citoyens que les citoyens de confession protestante. Donc il y a cette question clairement qui se pose. Maintenant, il faudrait de toute façon prendre le livre et puis faire la même chose dans un endroit très différent, si possible au bord de la mer, dans un pays catholique, donc sans montagne. Enfin, si vous voulez, c'est clair que la question qui se pose après la lecture ou l'écriture de ce livre, c'est quel degré de représentativité du cas, en l'occurrence, de la République de Genève, qui est protestante, hyper cultivée, très dense en termes d'élite. Voilà, c'est une très bonne question auquel je ne peux absolument pas répondre. Si vous allez à Sallanches ou à Bonneville, donc la vallée verte, qui sont catholiques, françaises, etc., enfin savoyards, probablement que les magistrats sous la période française sont un peu moins obsédés par le droit, un peu moins obsédés par la question du juste, de la légalité, probablement. Très bien. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, merci à Vincent Fontana pour cette présentation. On peut l'applaudir. Merci. Et je rappellerai simplement en conclusion le rendez-vous du jeudi 5 mai avec Léonard Burnand pour son livre sur Benjamin Constant. Voilà, merci Vincent. Merci Marco, merci à vous.